Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Voilà, dépêchez-vous maintenant. Il faut que je commence, donc on va commencer. Voilà. Vous êtes très beaux, et très belles, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Se réinventer, être soi à l'ère du numérique. L'ère du numérique, bon, voilà, c'est marrant, on s'en rend surtout compte dans les concerts en fait. Quand tout le monde lève des smartphones à la place des briquets. C'est un petit peu le changement d'univers qu'on a vécu ces derniers temps. On a du mal parfois à se rendre compte quand on a quelqu'un comme ça sur scène qui se produit. C'est du travail nécessaire derrière pour arriver à fournir une prestation. On ne se doute pas tellement qu'une prestation de qualité demande beaucoup de travail. J'ai choisi cette image pour une raison. C'est quand on est une personne publique, comme moi, comme la dame en jaune, comme vous d'ailleurs aujourd'hui, parce que vous êtes tous là en tant que personne publique à Blend. On a une image qui est définie par nous, parfois malgré nous. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la définition de cette image en tant que professionnel et puis aussi en tant que personne. Voilà. Tout ce que je vais dire aujourd'hui fonctionne aussi bien pour vous en tant que personne, mais aussi pour vous en tant que personne morale, si vous avez des entreprises ou des organisations. Comment on façonne tout ça. Bon, voilà, bonjour, je suis Marie-Cécile, je suis designer. Voilà. Je donne des conférences, j'écris et je façonne le monde grâce au design. C'est beau, c'est très beau, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette slide m'a demandé 1 an et demi de travail. Voilà, 1 an et demi, oui. Typographie, couleur, la photo a été faite par un photographe. On a fait une séance tous les deux, j'ai décidé ce que je devais porter, comment j'allais me comporter, la position, vous voyez, nonchalante, en même temps nonchalante et puissante, accoudée à ce pont. J'ai choisi le pont sur lequel j'étais placée. J'ai choisi l'atmosphère, la ville dans laquelle j'ai pris cette photo. En fait, tous les éléments de cette diapositive ont été orientés pour que moi, je vous donne une vision à peu près maîtrisée de qui je suis. Voilà. C'était ma façon de vous manipuler. Parce que, bon, pourquoi 1 an et demi? C'est compliqué, vous allez dire, non, c'est une slide PowerPoint, c'est marrant, keynote. 1 an et demi, moi j'appelle ça le vertige des cartes de visite, parce qu'il y a 1 an et demi, je pense, comme beaucoup de personnes entre vous, parmi vous, je suis sûre que c'est quelque chose qui vous parle, on se rend compte qu'on n'a plus de carte de visite, et là c'est le drame, voilà, c'est compliqué. On se dit, bon, bah, il m'en faut des nouvelles, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Est-ce que, oh, peut-être que je changerai mon titre. Ah putain, si je change mon titre, il faut que je change sur mon CV, sur mon portfolio. Et puis voilà, mais en fait, il y a le vertige qui monte, vous savez, il y a une espèce de stress dans la colonne vertébrale, et puis on se dit, merde, on finit par déprimer sur son canapé, on se dit, mais qui je suis? C'est horrible. Voilà, c'est un peu ça. Parce que les cartes de visite, elles sont là-bas. Elles sont sur le sommet de la pointe du haut de l'iceberg, à peu près. Et nous, on est sur cette plate de glace, on voudrait aller jusqu'aux cartes de visite, mais il y a tout un travail à faire avant et on ne sait pas où aller. Voilà, c'est compliqué. Donc ce que je vais essayer de vous aider à faire aujourd'hui, c'est justement d'aller de la plaque de glace jusqu'au bout de l'iceberg. Une certitude. Parce que les cartes de visite, finalement, c'est un tout petit symbole dans la manière de vous définir et dans votre communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Si je me tais, je communique quand même, par mes expressions faciales, par mes choix, enfin voilà, par ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Quand on choisit de garder le silence ou de communiquer, on communique quand même. Il faut quand même en être conscient, il faut se le rappeler quand même de temps en temps. J'ai une télécommande, attendez, c'est fantastique ça, ce sera mieux quand même. Ouais. Aujourd'hui, dans le brouhaha du web, on n'a pas vraiment le choix d'être présent ou pas. Voilà, si on ne va pas à Internet, Internet vient à nous. Vous en êtes tous conscients, je pense. Est-ce que ça marche? Ouais. Voilà. Un test que vous avez certainement tous fait. Vous tapez votre nom dans Google et vous regardez ce qui ressort, que vous ayez maîtrisé ou pas le sujet. Alors pour ma part, bon, ça reste relativement cohérent. Premier lien, deuxième lien. Là, par exemple, la 4e photo, c'est pas moi qui l'ai mise. Ni prise d'ailleurs, je sais pas. Voilà, la 2e page, c'est pas mieux. En fait, tout ça,
c'est pas moi qui l'ai mis en ligne. C'est des gens. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est pas mieux non plus sur la page 3. C'est encore pire, il y a mon adresse personnelle qui sort, comme ça, on ne sait pas. Voilà, bon, ben, ça va, blend, c'est bon, je suis d'accord. Mais quelque part, ce contenu a été généré malgré moi. J'ai pas d'influence sur eux. Ce que je vous propose, c'est justement réfléchir à cette influence qu'on peut avoir sur qui on est, et notamment de choisir de prendre la parole, au lieu de juste la subir. Donc, choisir de prendre la parole, voilà, communiquer activement sur qui l'on est, sur ce qu'on fait à un public précis. Oui, mais enfin, communiquer pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Je donne la formule magique. Voilà. Il est beaucoup plus simple de s'exprimer dès lors que l'on sait qui l'on est. Je prends quelqu'un, n'importe qui. Voilà. Madame, qu'avez-vous pensé de la conférence que vous venez voir? Celle d'avant moi. Voilà. Ouais. Vous voyez, quand on n'est pas préparé, c'est pas une question de préparation, hein, vous n'avez rien fait de mal. Quand on n'a pas réfléchi en conscience à ce qu'on veut dire, on est un peu, voilà, on est un petit peu bloqué. Finalement, ça répond aussi à la question. Enfin, si on veut répondre à la question qui sommes-nous, il faut quand même se poser quelques interrogations et savoir comment on est conçu. Ça, c'est pas du tout empirique. Hein. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est basé sur mes trouvailles, sur quelques trucs. Je pense qu'il y a plusieurs facettes de nous qui cohabitent, et notamment notre moi profond. Donc c'est un petit peu qui on était quand on était enfant, vous voyez. Le côté un petit peu ingénu de notre personnalité, nos goûts profonds, notre intuition, c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Et puis il y a notre moi souhaité aussi, dans lequel on se projette. Quand on dit qu'on a un projet de vie, par exemple, c'est qu'on va activement vers des choses qui nous passionnent, enfin qu'on a envie de devenir quelque chose, même si c'est plus ou moins conscient. Et moi, j'ajoute une troisième facette, c'est la manière dont le monde nous perçoit. Et c'est vraiment cette facette-là que j'essaie de vous montrer un petit peu avant avec le test des résultats Google. C'est que la manière dont le monde nous perçoit, on a une influence dessus, mais on la subit quand même un petit peu. Mais, quand même, pour savoir qui l'on est, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Et c'est par une recherche profonde sur qui l'on est qu'on va trouver qui on est. J'aime beaucoup dire oui, ça ne va pas de soi parce qu'on est influencé par notre éducation, l'endroit où on a vécu, les circonstances plus ou moins volontaires qui nous sont arrivées, les gens qu'on a rencontrés. Et toutes ces choses-là, si on ne choisit pas de les faire, enfin si on ne choisit pas d'influencer sur ces choses-là, quelque part, elles s'en chargent. Les personnes, les circonstances se chargent de nous influencer et nous, on est un peu là à essayer de faire ce qu'on peut avec. J'aimerais faire une mise au point avant qu'on continue plus loin, parce que c'est sympa, je vous parle de design de design de soi, voilà, bon, merci pour la chanson. Le design, en fait, quand je dis souvent, je suis designer. Je pense qu'il y a pas mal de designers dans la salle aussi qui ont dû être interpellés par le titre de la conférence. Non, le design, c'est pas ça, c'est une chaise. Parce que t'es designer, tu dessines des... Non, ça c'est du design industriel. C'est un type de design, mais c'est pas vraiment ça. Et le design graphique, non, je suis pas graphiste non plus. En fait, le design, comme moi je l'entends, et comme il faudrait toujours l'entendre, c'est l'acte de concevoir quelque chose. C'est l'acte de concevoir quelque chose qui va répondre à un besoin ou résoudre un problème. J'aime bien parler aussi, ça c'est une notion qu'une amie m'a transmise, c'est mettre les choses à leur place. C'est quelque part faire une démarche pour mettre des choses qui naturellement se seraient déjà orientées vers ça. Bon, évidemment, j'ai un copain là, qui a dit une phrase super cool. Le design, c'est pas juste à quoi ça ressemble, c'est aussi comment ça marche. C'était le point Steve Jobs, voilà, c'est fait. Il n'y en aura qu'un, donc considérez-vous comme sauvé. Entre parenthèses, Steve Jobs était super lui-même comme type, surtout quand il harcelait ses employés. Bref, donc 3 étapes pour le design de soi. On va commencer par énumérer un petit peu les choses comme ça. Donc moi, je dis qu'il faut déjà définir ses valeurs. C'est pas forcément quelque chose d'évident. On a l'impression comme ça qu'on a des valeurs dans la vie, des choses qui nous suivent depuis des années. Et puis,
non, le fait de les définir, on se rend compte que c'était pas si évident que ça. Définir ses valeurs et être à l'aise avec elles, c'est aussi ça, c'est quand même mieux. Oser les suivre, la deuxième étape, qui consiste aussi à oser les suivre, aussi, oser suivre ses valeurs au lieu de suivre des intérêts plus ou moins intéressants, à plus ou moins long terme, qui nous concernent plus ou moins. Et enfin, la troisième étape, c'est prendre l'espace dont on a besoin pour être soi-même. Alors, être soi-même. J'en parle dans le titre de la conférence quand même. Être soi-même, c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur, parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir une démarche de design de soi, de faire de la recherche, de définir qui on est, si on ne le fait pas en conscience de qui nous sommes au fond de nous, déjà, à la base, et si après, on ne fait pas l'effort, on n'entretient pas l'exercice de vivre en fonction du travail qu'on a fait. Vous me suivez? Voilà, bon, être soi-même, c'est ne pas céder à la peur, c'est se dire, je choisis d'être quelqu'un que j'aime être, en accord avec qui je suis, et je m'y tiens, quand même. Parce que le monde d'aujourd'hui ne nous laisse pas tellement l'occasion d'être nous-mêmes. Très belle image de bureau, fantastique. Voilà, remémorez-vous votre dernier entretien d'embauche, si toutefois vous avez déjà vécu ça. J'imagine que oui. On vous propose de vous évaluer sur vos connaissances, sur vos compétences, sur votre expérience, parfois sur ce que j'appelle le savoir-faire. C'est un petit peu cette notion d'artisanat qu'on perd un petit peu, qui a tendance à revenir. Bref, moi, je m'éloigne. On nous juge là-dessus, alors que finalement, notre personnalité, elle est beaucoup plus détaillée. Il y a vraiment des choses comme voilà, le savoir-être, les qualités humaines, l'empathie. L'empathie, c'est essentiel pour travailler avec les gens, quand même. Enfin, un designer, je pense, ou une designer ne peut pas exercer son métier sans faire preuve d'empathie. C'est super, ça, l'empathie. Les qualités humaines, l'intuition, c'est quand même pas... Faut pas le mettre au placard, quoi. Et puis pareil, je trouve ça très compliqué de travailler dans une entreprise qui n'a pas ni connaissance, ni ne tient compte de nos ambitions en tant que personne dans la vie, parce que on peut faire un bout de chemin avec cette entreprise en combinant nos ambitions personnelles sur une vie et celle de l'entreprise. On n'est pas obligé, d'adhérer à 200% à un discours d'entreprise qui, quelque part, nous dénature en tant que personne, ou alors de dire non, il y a juste mes ambitions. Enfin, il y a un partenariat qui peut être fait et qui, aujourd'hui, n'est pas forcément... Enfin là, en entretien d'embauche, on vous dit « Allez, vous allez nous aimer hein, en tant qu'entreprise, vous allez nous kiffer, vous allez passer des années avec nous, ça va être génial, et vous allez oublier tout ce qui est autour. » Non, c'est pas possible. Les intérêts, les passions et les besoins aussi. Je sais pas, j'ai l'exemple d'un de mes anciens collaborateurs qui est resté un ami et qui, du coup, quand il est rentré dans la boîte dans laquelle j'étais, a dit « Ah bah non, moi du coup, si vous voulez vraiment que je sois efficace, il me faut un iMac. » Après, c'est à l'entreprise d'être responsable de ce qu'elle décide ou pas, mais n'empêche qu'avec un iMac, il était quand même vachement plus productif. C'était pas un délire voilà, il a eu son iMac parce que c'était vraiment efficace. Je trouve ça quand même dommage qu'on limite l'évaluation de qui nous sommes quand on va travailler à ce genre, juste ce spectre-là. J'ai remis le rationnel, parce que le rationnel, c'est un truc, ça c'est bien ça. Quand on travaille, le rationnel, c'est important. Il faut être un peu voilà, comme ça. C'est super. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir tout ça. Le design de soi va nous aider à être un peu plus en conscience de toutes ces facettes de notre personnalité pour être un peu plus, je dirais, précis dans la sélection de ce qu'on veut faire, précis et précise. C'est pour ça que je dis que par un travail de recherche sur soi, on tend vers la création d'une réalité qui nous correspond mieux et où on se sent à l'aise de communiquer. Voilà, on rejoint, voilà, on se prépare pour être à l'aise à être qui on est. Bon, on revient au mouton. Donc du coup, dans le processus de design de soi, il y a la notion de se valoriser. Qu'est-ce qu'on choisit dans notre personnalité, dans notre vécu, dans nos expériences de valoriser? Que veut-on devenir? Qui veut-on devenir? C'est quand même assez important. Et comment voulons-nous être perçus? D'où ma petite slide, un peu sympa. Et vous? Vous vous sentez... Alors, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec qui vous êtes aujourd'hui? Pour le faire, pour le savoir, vous allez prendre le badge de votre voisine ou de votre voisin, vous allez lire son nom, aller sur Google, et dans 2 minutes, je vous demande 5 adjectifs sur chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous foutez? Allez-y. Non.
C'était juste pour me faire un petit... Il y a des gens qui ont dit non, non, ça va, merci, je ne veux pas qu'ils voient mes tweets où je raconte des conneries. Voilà, exactement. Voilà, les petits sourires dans lesquels je perçois oui, bon, oui, on n'est pas obligé, on peut peut-être passer sur cette étape, on n'est pas... Voilà, parce qu'on n'est pas forcément censé être à l'aise avec tout ce qu'on a fait, et surtout, on ne le fait pas forcément en conscience. Il y a beaucoup de choses sur Internet, notamment, du contenu qu'on produit, des informations qu'on donne, ou un vieux portfolio pas à jour depuis des années, duquel on n'est pas forcément très fier, ou je ne sais pas moi, un repository GitHub qui prend la poussière. Je voudrais vous aider à distinguer les dissonances entre qui vous aimeriez être, qui vous aimez être, d'ailleurs, qui vous pensez être, et ce que vous renvoyez à la société. Voilà. Il y en a qui ont fait l'exercice, du coup? Okay. Vous êtes des feignants, quand même. Bref. J'avais une anecdote, mais je la garderai pour plus tard. Oui, parce qu'effectivement, une fois que je vous donnais le frisson de quelqu'un d'autre, d'inconnu, qui en une demi-seconde regarde les tweets que vous pouvez publier, vous vous dites, bon, il faut tout que je refasse, j'ai plus de carte de visite moi non plus, c'est horrible, on va tout refaire en même temps, mon portfolio, mes compétences, qu'est-ce que je mets dans mon CV, je me dis, non, ça c'est la... Non, on va pas tout faire en même temps, c'est la source de plein d'embêtements, et après vous allez me faire des burn-out, donc c'est pas cool. Alors, je vous propose une méthode, plus ou moins empirique, encore une fois... Voilà, c'est pas tellement très scientifique, hein, c'est par où je suis passée, ce que j'ai trouvé moi. Moi, je pense qu'on peut monter des marches. La première marche étant les valeurs. Les valeurs, c'est qui vous êtes, votre façon d'être et votre présence au monde. C'est les choses qui sont au fond de vous et qui méritent d'être quand même mises en valeur. Par-dessus ça, une fois qu'on a défini les valeurs, on peut passer à la raison d'être. Donc, c'est ce que les Anglais appellent purpose. Purpose. Je l'ai traduit, enfin... C'est pas moi en plus, c'est Frédéric Laloux qui l'a traduit par raison d'être. Je trouve ça bien, la raison d'être. Donc c'est ce qui vous motive à agir, ce qui vous motive le matin, comment vous changez le monde, comment vous voulez changer le monde. Après, on peut en déduire des objectifs et des moyens. Une fois qu'on sait qui on est, où on a envie d'aller, bah on y va quoi. Non? Et enfin, bah, il faut parler de tout ça. Donc c'est là qu'intervient la couche des outils de communication. Bon, on va le faire un par un, c'est un peu technique, voilà, les valeurs. Bon. Qu'est-ce qui est important pour vous en tant qu'être humain? Est-ce qu'il y a des concepts qui vous suivent depuis toujours? Est-ce qu'il y a des valeurs humaines en lesquelles vous croyez? Je ne sais pas, je pense que ça va vous parler. Si je vous dis que moi, par exemple, quelques-unes de mes valeurs, il y en a une, c'est l'honnêteté. Et par opposition, j'aime pas le mensonge. Je préfère me heurter à une vérité qui me fait mal et qui ne fait pas forcément du bien aux personnes en face de moi, plutôt que d'avoir à l'emballer dans quelque chose ou juste dire un mensonge. L'honnêteté, je préfère vraiment prévenir, je ne sais pas moi, un client que ça ne fonctionnera pas, ou que je ne peux pas faire cette chose-là parce que je n'ai pas le temps, ou je ne peux pas le faire, ou parce que c'est pas le bon problème. Je ne sais pas, moi, il y a forcément des choses. Enfin, je ne vais pas aller faire le travail pour vous, hein, c'est à vous de poser des questions. Je vous parle d'entreprise et de particulier depuis le début. Là, je prends des valeurs d'entreprise pour vous illustrer mon propos. Encore une fois, ça marche pour vous personnellement. Moi, je trouve ça fantastique, cette toute petite boîte Valve, je ne sais pas si vous connaissez, assez discrète dans le marché du jeu vidéo. Ils disent des choses fantastiques. Donc, je vous la fais en français. Voilà. Il se passe des choses fascinantes quand vous donnez à des gens talentueux la liberté de créer sans peur de l'échec. Nous constatons chaque jour chez Valve, et en fait, la plupart de nos idées sont issues de nos plus gros échecs. Et ça nous va très bien. Ça, c'est la page company, c'est la page entreprise. C'est-à-dire qu'on va sur le site de Valve, on fait un clic, on tombe sur ça. Enfin, c'est chouette quand même, vous ne trouvez pas que... Enfin, les mecs, voilà. Les mecs et les femmes d'ailleurs, ils ont fait un travail de définition de qui ils étaient, de ce qu'ils voulaient, de où ils voulaient aller, et ils le posent comme ça, ils disent voilà, nous c'est comme ça qu'on marche, on aime l'erreur, et c'est comme ça, c'est ce qui nous fait avancer. Le pire, c'est la page People, ouais, où carrément ils disent on n'a pas eu de chef, ça fait 20 ans que Valve fonctionne sans management. Alors, bon, je vais faire un petit parallèle. C'est l'icône parallèle. Un petit parallèle... c'est ce qu'on appelle, entre autres, l'holacratie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sensibilisés, enfin, l'holacratie ou l'entreprise libérée.
Ou certaines organisations décident que la hiérarchie en strates, c'est contre-productif, ça ne convient pas à tout le monde et qu'on peut faire autrement. Parenthèse, j'y reviendrai. Donc Valve, ils disent, imaginez-vous travailler avec des collègues super talentueux dans un environnement innovant et libérateur. Pas de boss, pas de management intermédiaire, pas de bureaucratie. Simplement des gens hyper motivés qui se rassemblent pour faire des trucs cool ensemble. C'est incroyable ce que des personnes créatives sont capables d'accomplir quand on leur dicte pas ce qu'elles doivent faire. J'ai envie de pleurer. Je sais pas vous, mais moi, ça me... Bref. Et ils disent aussi, voilà, quand vous donnez aux gens... Mais je l'ai dit, ça, non? Quand vous donnez aux gens la liberté de créer sans avoir peur, ils font des choses fantastiques. On n'a même plus besoin de les manager, c'est incroyable. Bref. Une autre entreprise qui a des valeurs qui en jettent quand même vachement, The Co-op, c'est en Angleterre, ils font de tout. Hein. Ils font de la nourriture, ils ont des supermarchés partout en Angleterre. Ils font du funéraire, ils font de la banque, ils font de l'assurance, ils font un truc fou. Bref, alors eux, ils disent carrément, les coopératives sont basées sur des valeurs d'entraide, de responsabilité individuelle, de démocratie, d'équité et de solidarité. Dans la tradition insufflée par leurs fondateurs, les membres croient dans des valeurs éthiques d'honnêteté, ouverture, responsabilité sociale et d'attention à l'autre. D'attention à l'autre. C'est-à-dire que l'entreprise se définit telle qu'elle, que quelque part, ces mots-là vont se déverser sur le reste de leurs actions. Ça va aller dans une granularité très fine jusqu'à influer sur la manière de recruter, la manière de parler aux sous-traitants, la manière de, je sais pas moi, meubler même leur lieu de travail, quelque part, je sais pas. Alors, celle-là, je savais pas si je vous la mettais, puis je vous la mets parce que vraiment, il y a un petit côté militant. Alors, je vous traduis ça vite fait. Ça, c'est Agile Collective, donc qui est une coopérative de création de sites web. Eux, ils disent carrément, la coopérative combat tout préjudice et discrimination liées à l'âge, la race, la religion, le handicap, l'orientation sexuelle, le genre ou la classe. À la place, l'organisation fait la promotion d'une pluralité de cultures, de styles de vie. La coopérative combat l'oppression envers les femmes, qu'elles soient économiques, sociales ou sexuelles. Wouh oh allez. Elle leur promet des postes pleins, adaptés aux soins de la famille et un salaire décent. La coopérative reconnaît le droit de chaque être humain au contrôle de son corps, y compris durant la grossesse et dans la liberté de choix de style de vie, même si on mène des activités à risque. Merci. Voilà. Non mais... Sans rire, c'est beau d'avoir des valeurs comme ça, vous trouvez pas? Moi, ça me fout la chair de poule. Qu'il y ait des entreprises, ils sont, je sais pas combien ils sont, j'allais cliquer sur le truc About Us pour voir la photo des gonzes. Ils sont peut-être une quinzaine, je crois qu'ils ont une parité exacte. Moi, je trouve ça quand même vachement chouette. Enfin, vous vous rendez compte l'influence que ça a sur tout ce qu'ils font, sur la manière dont les clients les approchent, la manière dont eux approchent les clients, les projets. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Bon, une fois qu'on a mis les valeurs en place, ce qui est déjà chouette de se poser la question, on parle de raison d'être. Rappel sur la raison d'être, donc c'est purpose en anglais, donc cette espèce de chose qui fait que le matin, vous avez envie de faire le métier que vous faites. Voilà. Je me suis posé la question de ma raison d'être. Je viendrai après. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous met un petit peu le feu dans le bide? C'est essentiel quand même dans la vie. Est-ce qu'il y a des problématiques qui vous donnent envie d'agir pour les résoudre? Est-ce que vous allez le faire différemment des autres? C'est aussi une valeur ajoutée, ça. C'est réfléchir comment on fait. Donc, Sarah Morris a visualisé la raison d'être comme ça. La raison d'être, c'est l'intersection de ce dont le monde a besoin et de ce qui vous rend vivant. Vous pouvez aller voir, elle a fait un super talk l'année dernière à Interact London, et toute la présentation s'appelle UX et branding, un mariage... au plus haut des cieux, un truc dans le genre, très mal traduit par ma part. Et la présentation est intéressante, elle parle vraiment du fait que l'UX et la définition de la marque fonctionnent ensemble. Vous pourrez lire, hein, voilà. Bon, on est d'accord que quelque part, quand on dit ce dont le monde a besoin, le monde n'a pas besoin d'une doudoune qui se gonfle en fonction de votre nombre de likes. Ça, on n'en a rien à faire. Sincèrement. Arrêtons de faire... Voilà, donc posez-vous la question, à l'intersection de ce dont le monde a besoin, de quoi le monde a besoin? C'est encore une question qui mérite d'être adressée, à laquelle on pourrait répondre. Bon, la raison d'être, trouvez-la là où vous voulez, trouvez-la de manière à ce qu'elle vous honore, qu'elle honore le monde qui vous entoure. Voilà, on est là pour améliorer les choses. Pour ma part, je suis designer, pas pour rien, c'est pour pouvoir modifier ce qu'il y a autour de moi pour le rendre meilleur. C'est dur, c'est dur. Oui, on parle d'objectifs maintenant. L'année dernière, je crois que c'était Philippe Silberzahn qui avait parlé d'effectuation à Blend.
Au début, je suis allée voir sa conférence en me disant « Effectuation, qu'est-ce que c'est que ce buzzword ?» C'est très intéressant. Il s'avère qu'au lieu de dire « Bon, alors, j'ai une raison d'être et des valeurs, et du coup, je définis un objectif, un gros objectif, et avec ce gros objectif, j'ai besoin d'un budget, j'ai besoin de moyens, je vais engager les gens. » C'est souvent, voilà, on a une idée géniale, et on se dit « Bon, ok, j'ai un super projet de start-up, il me faut des investisseurs, il faut 1 million d'euros. » Non, en fait, l'effectuation, c'est tout le contraire. C'est de dire de quels moyens je dispose aujourd'hui, mes 2 bras, mes 2 jambes, mes compétences, des financements plus ou moins importants, pas de financement du tout, donc on va se débrouiller autrement, et de dire, avec tout ça, qu'est-ce que je trouve comme but au pluriel, quels objectifs au pluriel je vais pouvoir remplir. C'est plus intéressant que de décider à l'avance quel sera notre but et puis juste de dire voilà, parce qu'on peut trouver différentes applications aux moyens qu'on a sous les mains. Voilà, et comment les mettre en action ? Comment définir nos objectifs et nos moyens pour honorer tout le travail qu'on a fait avant, de définition des valeurs et de la raison d'être. C'est important. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis là? Oui, je vous ai mis mon objectif. Il s'avère qu'à travers ces 1 an et demi de définition de moi-même, j'ai pondu ça. Ça, c'est la synthèse. Alors, c'est objectif, mais ça pourrait plus être ma raison d'être ou mes valeurs ou mon manifeste, ce que vous voulez. Je veux rendre le monde meilleur et plus beau, me sentir utile, mener à bien des projets qui ont du sens, en tirer un sentiment d'appartenance, le tout dans le respect de mon intégrité, de mon éthique et de mon bien-être, et jamais à mes propres frais. Ah ouais. Oh, merci. Non, je vous souhaite de faire la même chose. Enfin, c'est très intéressant comme travail à faire, parce que justement, ce qui est important, c'est que cette chose-là, c'est une phrase, une très longue phrase, qui me sert au quotidien à juger si ce projet-là, je dois le prendre ou pas. Je le passe au crible de mon objectif. Je me dis, ok, bon, bah ça, du coup, ouais, le respect de mon intégrité, non, il n'est pas garanti. Ou alors, projet qui ont du sens, ouais, bof. Ça m'aide à prendre de meilleures décisions au jour le jour. Votre objectif, ça peut être, je sais pas moi, d'offrir la meilleure vie à vos enfants. C'est tout à fait louable. Hein. Faites vraiment ce que vous voulez. Je vois qu'est-ce que j'avais marqué, ouais. De trouver un modèle économique viable pour être payé à manger du Saint-Marcelin ou du Chaours. J'ai pas trouvé encore. Bon bref, c'est respectable tant que ça vous honore. Manger du Saint-Marcelin, c'est très bon. Si vous voulez en savoir plus sur le processus qui m'a permis de définir mon objectif, il y a un article là-dessus sur Medium que j'ai écrit. Voilà, et vous irez voir, c'est long. C'est très long. Ma communication, oui, parce que dernière étape, une fois qu'on a fait tout le travail qui était avant, c'est de définir comment on va parler, avec quel ton de parole on va s'adresser à notre cible. Avec, je sais pas moi, comment est-ce qu'on honore encore voilà, tout le travail qui a été fait avant et qu'on le traduit visuellement ou textuellement dans nos outils de communication. Quand je dis outils de communication, c'est tout. Hein, on parle des cartes de visite, mais il y a le portfolio, il y a le site internet, il y a la manière dont on tweet, il y a plein de choses, nos plaquettes. Je ne sais pas si vous faites encore des plaquettes, bref. Non, je ne pense pas. Quoique. Bref, exercice pratique, oui. Pour commencer tout travail une fois que vous avez fait toutes les étapes d'avant et que vous voulez vraiment travailler en profondeur sur vos outils de com, prenez vos slides avec lesquels vous allez pitcher, vos concours de pitch, prenez votre CV et regardez-le d'un point de vue extérieur. Essayez de vous mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, comme tout à l'heure quand je vous demandais d'aller voir qui est votre voisin, et faites-vous un petit peu peur. Je suis assez fascinée en fait par le nombre de personnes plutôt talentueuses sur Internet qui ont une communication qui les déprécie. Alors, je viens de le faire aussi, hein, je rigolais en disant l'article est très long, machin. Bon, c'est pas quelque chose que je valorise particulièrement, et non, c'est pas bien, faut pas le faire. Notamment, il y a des gens qui, je sais pas, qui valorisent pas leur travail correctement, ou alors qui ont des expériences dans leur CV qui sont un petit peu vieillottes, ou qui les mettent pas en valeur. Je sais pas, il y a des trucs, des formulations, des manières de décrire le produit, où on nous dit en gros, bah, notre produit il est bien, bon, bah, y en a plein d'autres qui sont mieux, mais du coup le nôtre il est bien quand même. Vous voyez, c'est un peu bancal. Essayez de déceler ces petites dissonances, les photos de vous qui sont pas hyper valorisantes. C'est possible, voilà, je trouve ça dommage en fait. Après, on parle de communication, il y a aussi le logo, l'identité visuelle, qui est une part très très importante de notre langage. Et justement, n'oublions pas que c'est pas du marketing ou de la pub, pas que. C'est principalement, c'est de la rhétorique visuelle, c'est-à-dire que c'est la traduction de tout le travail que vous avez fait avant, le logo. C'est pas juste un truc qu'on va balancer sur PowerPoint. Bon, j'ai mis par exemple le drame Mozilla qui a décidé de
j'ai toujours pas compris pourquoi, de prendre une agence qui a pondu 4 logos et qui les ont ensuite envoyés en pâture à l'internet pour décider quel serait le logo de la fondation Mozilla. C'est pas chouette. Je vous conseille d'aller voir, mais c'est pas beau. Faites attention. Le logo, donc, moi j'aime bien cette formulation, je crois que c'est encore Sarah Morris qui l'avait utilisée, c'est what we stand for, how we stand out. Pourquoi, quelles sont les valeurs qui nous motivent et comment on se démarque de la concurrence. Surtout, ce qui est très important, quand vous faites un logo, faites-vous aider. Je prêche pour mon église. Oui. Prenez un designer. Même moi, j'ai une amie là, qui m'a aidé à désigner le premier logo de ma première entreprise. Là, pour mon portfolio, j'en ai mis 6 mois à pondre quelque chose et au bout d'un moment, je me suis dit j'ai besoin d'un œil extérieur. C'est pas possible. Donc j'ai demandé à des amis de regarder la maquette et de me donner des conseils, de m'aider à rationaliser tout ça. Ça a bien marché. Je sais pas, j'ai un petit article aussi qui parle de ça. Qu'est-ce qu'on fait avant d'aller chercher un designer pour son logo? Avant de faire tout ça, il y a une première étape que je vous propose de faire, qui est pas mal, qui est de mettre les mains à la pâte et d'écrire votre manifeste. En tant que personne ou en tant qu'organisation, qu'entreprise. C'est la même chose. Le manifeste, quelque part, vous allez le voir, j'ai plein d'exemples, c'est un genre de contrat. Un contrat que vous faites entre vous-même et vous-même, mais aussi entre vous-même et vos clients, par exemple, et vos employés. Quelques exemples qui sont bien faits. Voilà, il y a l'entreprise Velleda, je vais devoir boire un petit coup, qui fait des cosmétiques naturels depuis très très longtemps, qui ont une philosophie vraiment très forte derrière. Eux, carrément, leur but, c'est de préserver et d'améliorer et de rétablir la santé des personnes. C'est pas mal quand même. Rien à voir, Lego. Alors eux, ils ont un très très beau système de valeurs, un très très beau manifeste qui tient dans des blocs. C'est drôle quand on fait des blocs. Qui est très bien fait. Voilà, ils ont une mission, une aspiration, des promesses. Et c'est très bien fait. Voilà, il y a une promesse de jeu, une promesse de partenariat, une d'impact sur la planète, de relations entre les gens. Je trouve ça vraiment très beau d'avoir réussi à résumer tout ça dans un petit tableau qui est tout simple en fait. Et apparemment, voilà, le PDG de Lego, il va beaucoup plus loin que juste des bouts de plastique. Lui, ce qu'il veut, c'est insuffler de l'inspiration aux gens. Et ça fonctionne. Enfin, le nombre de personnes qui connaissent cette marque et qui utilisent, voilà, même à leur plus jeune âge. Creative Mornings aussi. Ils ont une très très belle page de manifeste. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils commencent par « Tout le monde est créatif » et qu'ils terminent par « Tout le monde est bienvenu ». C'est très chouette. Le manifeste prend plein de formes. Vous pouvez écrire des phrases comme ça, les mettre dans un tableau si vous voulez. Pour ma part, à l'époque où j'étais en agence il y a quelques années, on était une petite équipe, on voulait grandir et on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte, parce qu'on n'était pas beaucoup, qu'il nous manquait quelque chose, que pour attirer les bonnes personnes, il fallait d'abord qu'on soit attirant quelque part et qu'on réfléchisse à comment on travaillait et qu'on le formalise. Il en est sorti ça, c'était notre manifeste, donc il y a 10 points essentiels. Je sais pas, peut-être que je peux vous les lire. Voilà, nous pensons que les vraies relations de confiance passent par une conduite irréprochable. Nous pensons à l'humain avant tout. Notre parole est vraie. Nous ne sommes pas fournisseurs, nous sommes partenaires. Nous prenons soin du détail. Nous nous améliorons constamment. Nous prenons soin de notre travail. Nous avons l'esprit d'initiative. Nous contribuons mutuellement au développement de chacun et nous intégrons l'innovation dans nos valeurs. Ça paraît rien. Ça demandait beaucoup de travail. Et surtout, ce qui était assez fou, c'est de voir comment ça a attiré des gens. Il y a des gens qui nous contactaient uniquement parce qu'ils avaient lu le manifeste et qui trouvaient ça vraiment très cool. Parce qu'en un coup d'œil, en quelques minutes, ils avaient une vue parfaite de qui on était et ce qu'on voulait faire. C'est chouette quand même. Bon, c'est bon, qu'est-ce qu'on veut? Bon, moi, effectivement, j'ai fait ce travail. C'était long, c'était dur et cette slide est imbuvable, c'est normal parce que c'est toutes mes valeurs qui sont résumé, voilà, dans mon métier, dans mon éthique très forte, machin, je vous la passe pas, vous irez voir sur mon site. J'ai également formalisé mes valeurs sous forme de 3 engagements qui me permettent, surtout, en tant que personne, de les tenir. C'est bête, mais de temps en temps, voilà, je relis ce que j'ai mis et je me dis oui, effectivement, je suis transparente dans mes propositions financières, j'interviens quand nécessaire. Ça me rappelle à ce vers quoi je veux tendre et ce à quoi je me suis entendue avec moi-même. C'est important. Mais c'est pas vraiment suffisant en fait. Bon, vous allez écrire votre manifeste. Je trouve que c'est un excellent exercice pour vraiment se rendre compte de tout le travail qu'on a fait en amont et puis aussi de voir ce que ça peut
les conséquences que ça peut avoir dans la vie réelle. Mais il faut aussi que toutes ces valeurs et tout ce manifeste se développent, s'implémentent dans votre vie et dans votre travail au quotidien. C'est ça qui est le plus important. Alors oui, vous allez me dire, ouais, ah bah oui, mais si on se plante. Mais mes chéris, nous allons tous nous planter et c'est fantastique. Plantez-vous donc, plantez-vous encore, c'est génial. Il faut échouer. Il faut vraiment que l'échec fasse partie intégrante de notre façon de travailler. Tout autant qu'on est, quel que soit notre métier, c'est pas normal de pas échouer. C'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas en ayant des expériences toujours parfaites, en réussissant tout, on réussit rien. Il faut vraiment échouer. Voilà, Valve, ils apprennent de leurs échecs. Enfin, tout le monde apprend de ses échecs. Quand on échoue quelque chose, bah, très bien, on le refera pas, c'est fantastique, c'est super. L'échec fait partie du processus, il faut l'accueillir. Il y a des gens, voilà, mais tout le monde se plante, personne ne le dit. Ou alors très peu de personnes. Certaines personnes, voilà, bon, voilà, on a merdé. C'est comme ça. Ça, c'était Wattage. Et voilà, ils n'étaient pas très contents, mais au moins, ils ont réussi à sécuriser suffisamment d'argent pour rembourser leurs investisseurs. Et ils ont mis la clé sous la porte. C'est comme ça, mais je trouve ça bien de le dire. Il faut l'intégrer. Ah, c'est l'instant métaphore. J'aime bien les métaphores. Parce que je parle, je vous raconte plein de trucs. D'ailleurs, il faut que je boive. Mais notre vie est un jardin. J'aime bien les métaphores botaniques. Voilà, on a un carré, suffisamment grand ou pas, mais on a ce qu'on a. On a le lopin de terre qu'on a. Et c'est nous qui choisissons quelle plante on va planter. Voilà, si vous plantez des vivaces, ne serait-ce qu'une plante vivace dans votre environnement, elle va prendre toute la place. Elle va non seulement prendre la place dans votre vie, mais en plus elle va intoxiquer les autres plantes. C'est-à-dire qu'elle va empêcher certaines autres plantes de pouvoir pousser, où vous n'aurez plus de place. Ça, c'est la forme, je sais pas, d'un projet, un projet qui vous tenait à cœur au début, mais qui du coup se révèle être vraiment poussif, compliqué. Voilà, vous n'y arrivez plus tous les jours. C'est des projets perso comme ça, je suis sûre que vous en avez tous, on en a tous, c'est génial en fait. Ouais, occuper l'espace. Il y a un article qui était intéressant, qui était paru sur le blog d'Intercom, qui s'appelait Being busy is lazy. Donc en fait, c'est les gens qui disent oui à tout et qui finalement ne font rien. On n'a que 24 heures dans une journée, jusqu'à ce que la notion de temps change ou qu'on réussisse à, je sais pas moi, voyager dans le temps. Voilà, à côté de ça, on dort, on mange, on s'occupe de la famille, on fait des trucs, et finalement, il ne nous reste pas grand-chose pour faire des vraies choses. Faire des choses pour nous, faire des choses pour notre organisation, pour le monde. C'est vraiment à nous de choisir. C'est vraiment à nous de décider dans quoi on met notre énergie et notre temps. C'est nos ressources les plus importantes. Je sais pas si, enfin vraiment, voilà, il y a des trucs que je voudrais vous faire passer de la sensation jusqu'à la conscience. On n'a pas le choix, on a très peu de choses limitées. Si on ne le fait pas nous, en fait c'est les autres qui prennent notre énergie, les autres qui mettent des rendez-vous dans notre calendrier sans qu'on s'en rende compte. Bah oui, j'ai accepté parce que j'ai pas le choix. Non, t'as pas le choix. Si, tu as le choix de fermer ton calendrier et de dire non, si tu veux un rendez-vous, tu viens me voir. Par exemple, il y a des tas de choses comme ça on se laisse manger. Et surtout, certains cadeaux de la vie n'en sont pas. Si on vous offre un nain de jardin dégueulasse, ne le mettez pas dans votre jardin. Simplement, voilà, sachez repérer des trucs. Voilà, ah ouais, non, garde-le vraiment, sincèrement, merci. Ça va. C'est un premier pas en fait, de refuser ce qu'on n'aime pas. C'est un premier pas vers une libération d'espace et une meilleure connaissance de ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Si on ne sait pas qui on est, on peut déjà commencer par savoir qui on ne veut pas être. La nature, elle n'aime pas le vide. Donc si on décide de ne pas être quelque chose, elle va remplir le vide par quelque chose de mieux. Il y avait un article qui est passé il n'y a pas très longtemps que quelqu'un m'a relayé, qui disait que 46% des DRH font des choses contraires à leurs valeurs dans le cadre de leur métier. 46%. La moitié des populations RH font des choses qui leur font mal au cœur, dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas. C'est un phénomène grandissant. Voilà, le travail est devenu quelque chose d'un petit peu difficile à appréhender, à définir. Et oui, effectivement, les DRH ou les gens dans les ressources humaines se retrouvent à être un peu plus opérateurs qu'acteurs. Le développement de l'humain passe au second plan. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'administratifs. Voilà, faut qu'ils licencient des gens. C'est pas marrant. Moi, je trouve ça quand même triste, mais hyper triste. Ça me peine de voir autant de gens, parce qu'on parle des ressources humaines, mais on parle de n'importe qui. Enfin, je suis sûre que dans votre travail, dans votre activité, il y a des choses que vous faites qui vous peinent, qui ne sont pas vous. Et ça nous prend vraiment de l'énergie, ça. Donc,
on peut choisir de ne pas être quelque part. On peut savoir qui on ne veut pas être. Jolie citation que je vous mets, voilà. Si dans n'importe quelle situation, vous savez qui vous voulez être et restez intraitable là-dessus, alors vous serez bien moins sensible au chant des sirènes. Le design de soi permet une sérénité, quelque part. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous avez envie d'aller, en tant qu'entreprise comme en tant que personne. Et finalement, quand on sait ces choses-là, exactement comme quand on a préparé notre petit discours avant de le parler, on sait, on est beaucoup moins tenté déjà de pas savoir, et puis on fait de meilleurs choix. Voilà, on se dit non, ça correspond pas, c'est pas terrible, non, c'est pas. Alors, vu comme ça, effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Le design de soi demande des efforts, ça demande beaucoup de temps. Il y a 1 an et demi pour une seule slide. Vous vous rendez compte, sans déconner, c'est long, c'est pas possible, c'est incroyable. Puis une fois qu'on a fait ce travail, il n'y a plus qu'à tout recommencer parce que le titre de la conf, c'est se réinventer. C'est fantastique, elle s'est foutue de notre gueule toute la journée, c'est génial. Et voilà. Ça fait 1 heure que... Non, 39 minutes que je me fous de vous. Non, se réinventer, ça veut aussi dire travailler différemment. Je vous ai parlé de la méthode que j'ai entrevue pour le design de soi. Voilà. Mais si on intègre le changement de base dans le cœur de notre démarche, les choses se font beaucoup plus facilement. Comment on intègre le changement? Voilà. Se réinventer, ça revient surtout à évoluer. Voilà. N'ayons pas peur d'un concept qui peut faire peur. Se réinventer au bon moment et au bon rythme. Voilà. Quelques pistes là-dessus. On parle de raison d'être, on a parlé de raison d'être, elle peut être évolutive. C'est-à-dire qu'à un moment, en tant qu'entreprise ou en tant que personne, on a décidé d'aller quelque part, on a dit « Ok, c'est là qu'on va, là c'est la raison d'être. Voici les moyens qu'on met en marche. » On se rend compte que ça ne marche pas forcément bien ou qu'il y a besoin d'ajuster. Pas de problème. Il y a Brian Robertson, donc, qui est le fondateur de Holacracy, qui est un système de gestion d'entreprise libérée, qui a dit « Restez à l'écoute et dansez à votre raison d'être. » Avec votre raison d'être. Comme ça, un peu. C'est quand même passionnant de faire ça, d'imaginer de danser avec sa raison d'être, de regarder d'où on vient, voir le travail accompli, savoir où on est, pour savoir où on va ensuite. C'est beau. Il y a des gens qui se sont bien réinventés, ils ont su évoluer, c'est vraiment très chouette. Je ne sais pas si vous connaissez tous peut-être et toutes Basecamp, une application de gestion de projet en ligne, qui en fait avant était tenue par une société qui s'appelait 37 Signals. Ces gens-là faisaient plein de trucs, ils avaient plein d'applications, et puis ils se sont rendus compte un jour que non, en fait, leur cœur d'activité, c'était Basecamp, c'était le produit Basecamp. Ils ont simplement arrêté les autres applications et ils ont changé de nom, ils sont devenus leur application. Pour simplifier, parce que c'était plus en résonance avec ce qu'ils étaient, c'était quand même mieux. Ils se sentaient mieux là-dedans. Une agence qui s'appelle Tihan Lax, qui a arrêté de pratiquer leur métier, ils étaient super bons, je les aimais beaucoup. Ils ont entre autres commis Medium, qui n'est pas rien quand même comme plateforme. Et Tihan Lax, en fait, sur leur site, c'est marqué l'organisation de Tihan Lax était telle que la faire grandir crée un conflit avec les valeurs de l'entreprise. Nous avons essayé de l'imaginer à grande échelle, mais ça ne sonnait pas juste à nos oreilles. Bon, le fait est qu'ils ils sont tous partis chez Facebook. Décision discutable s'il en est, mais bon, ce qui était intéressant, c'est que voilà, l'échelle ne leur convenait pas, donc ils ont décidé de faire autre chose. C'est très drôle, ça a fait marrer beaucoup de gens. Je suis très impressionnée par le nombre de gens qui disent « Oh là là, Florent Manodou, il arrête la natation, c'est incroyable. » Non, pourquoi pas faire du hand? C'est fou, comme il y a une partie de la population qui est rigide au changement. Non, il évolue, il a envie de faire quelque chose d'autre, il se rend compte que la natation, c'est plus pour lui, ça ne fait plus kiffer. Tant mieux, c'est fou de avoir à se justifier là-dessus. Alors, intégrer le changement à notre démarche, c'est ce que j'appelle le mouvement organique. Ça revient, bon, bref. C'est la remise en question permanente. C'est un peu comme le yoga. C'est-à-dire qu'on le fait, quand on fait un mouvement au yoga, on le fait surtout pour que le mouvement soit juste assez ample, pour ne pas nous faire mal, mais pour nous faire progresser quand même. Je trouve que c'est une belle analogie. On n'a pas besoin de bouger tout le temps, en fait. La vie est faite de pics et de plateaux. Donc, on peut très bien essayer de voir un peu ce qui veut émerger, on écoute son instinct, on écoute nos besoins, on s'ouvre aux opportunités, et surtout, on bouge que quand les feux sont ouverts. Par exemple, parfois, on veut forcer le changement en se disant hey, « c'est le moment, non, c'est pas vraiment le moment, mais c'est pas grave. » Non, si, c'est grave, il faut écouter quand même son instinct. Il y a des choses... Rien n'est figé. Le mouvement organique, c'est aussi ça. Ça, c'est Facebook en 2006. Il y a 10 ans. Alors, il y a Zuki, il était un peu plus jeune qu'aujourd'hui. C'est marrant, j'ai pas l'impression qu'il avait son t-shirt bleu. Bref, Facebook, il y a 10 ans, c'était anecdotique en France. Il y avait très peu de gens qui l'utilisaient, il n'y avait rien qui s'y passait, ça ressemblait à rien. Aujourd'hui, mon chiffre n'est pas à jour. Rendez-vous compte, il y a 5 milliards de choses partagées sur Facebook par jour. Et le chiffre date de 2013. Enfin,
Voilà, si ça, c'est pas une preuve de changement, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref, voilà. Et si nous essayons d'arrêter de projeter tout sur le futur, et si nous essayons, à la place, de danser simplement avec ce qui tente d'émerger naturellement. Ça, c'est Frédéric Laloux, un garçon qui se pose beaucoup de questions sur le travail et sur la manière dont on organise nos entreprises. Je vous conseille sincèrement de lire son bouquin. Donc celui qui est à droite est en français. Il fait son petit pavé quand même, il faut y aller parce que c'est écrit petit. C'est passionnant. Il se pose vraiment des questions sur la réinvention de comment on travaille. Il y a la version illustrée qui est en anglais à droite, qui est en Pay what you feel good, je crois, Pay what you feel right. Ça veut dire payer ce qui vous semble correct à vous. On revient à Jackie Quartz. Mise au point, voilà, je vous ai parlé d'un tas de trucs, je vous ai parlé de comment écrire votre manifeste. Vous allez me dire, oui, mais tu nous as pas parlé des outils. Oui, j'arrive, j'y viens, mise au point. On s'en fout. Vraiment, utilisez ce que vous voulez. Moi, je suis personne pour vous dire quoi utiliser. Oui, il y a des CMS géniaux, oui, c'est super bien. Non. Voilà, on s'en fout vraiment. Kirby, c'est super. Bon, après, bon. Que vous utilisez GIMP ou Photoshop ou je sais pas quoi, ou je sais quel CMS, ou je sais quel imprimeur pour vos cartes de visite, on s'en fout. Le tout, c'est de ne pas changer pour changer. C'est d'utiliser les choses qui, naturellement, répondent à votre besoin. Et c'est simplement en vous questionnant sur votre besoin que vous allez arriver à trouver les bons outils. Voilà, par exemple, voilà, j'ai essayé une nouvelle couleur de cheveux, ça n'a pas marché. J'aurais dû être beaucoup plus jaune, je suis hyper déçue. Du coup, je ne le ferai plus, je ne changerai pas, je mettrai les anciennes. Ce que je vous conseille aussi, c'est un outil comme un autre, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. C'est de temps en temps vous dire, ok, je me mets dans un petit café avec un bon donut et je le savoure et je fais le point sur mes valeurs, sur est-ce qu'elles sont toujours en adéquation avec qui je suis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont évolué, ou alors est-ce qu'au contraire, mes valeurs vont très bien, ma raison d'être aussi, et j'ai besoin de vérifier si les dernières actions que j'ai menées sont bien en accord avec tout ça. Tout ce que je vous demande, c'est de faire remonter le ressenti, là, jusqu'à la tête. C'est de prendre conscience, un petit peu quand on fait un sprint review, de faire remonter les émotions pour dire non, les émotions, enfin, on va les s'en rendre compte, en conscience. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. Mais oui, les choses sont un peu comme un frisbee. Enfin, je sais pas. Vraiment, ça m'a pris un temps fou de refaire mon portfolio, et je me suis dit, je vais le lancer comme un frisbee, puis il adviendra ce qu'il pourra, puis il va revenir, et puis il reviendra différent ou pas, c'est pas grave. C'est un peu comme une paire de chaussures. Mais vous pouvez vous dire aussi, je sais pas, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant? Ou alors, quelle carrière vous auriez aimé avoir? Quelles sont les raisons qui vous ont freiné? Posez-vous des questions vraiment très terre à terre. Imaginez-vous, faites-vous un peu peur. C'est un peu flippant. La personne qui était au haut du rocher avait très peur. Vraiment, c'était... Voilà, imaginez-vous, c'est-à-dire que parfois, ça vaut le coup de se mettre en scène et de dire, je vais aller à ce rendez-vous comme si j'étais la personne que je veux être dans un an. Ça fait peur, vraiment. Vous allez là-bas en vous disant, oui, bien sûr. C'est un petit peu la théorie du fake it till you make it. Ouais. Et moi, j'aime pas trop fake it parce que c'est pas cool, mais voilà, c'est pas mal de s'imaginer. Devenez quelqu'un qui cherche. Voilà, je vais très vite. Ça, c'est une belle phrase qui dit, comme le petit garçon, si vous êtes avec le tuyau d'arrosage avec plein d'informations dans la gueule, vous avez le choix de soit subir, soit vous décaler et de sortir. En fait, ouais, non, mais si, mais on a le choix de faire ça. On n'imagine pas, on est là... Non, voilà. Là, le secret est en vous, dans votre manière de vous percevoir différemment. Donc, regardez vos chaussures, reprenez conscience avec qui vous êtes et vous allez voir, c'est super. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'être soi ne déçoit jamais. Regardez comme ces gens sont heureux. Je suis là-bas en costume de licorne, c'est terrible. C'est très heureux parce qu'on est dans des conditions qui nous vont très bien. Et je finis sur cette belle phrase. J'aime bien finir sur cette belle phrase. C'est un livre que je vous conseille aussi. Les références sont là en haut. Ne vous demandez pas. Ne cherchez pas à savoir ce dont le monde a besoin. Demandez-vous plutôt ce qui vous fait sentir vivant et faites-le, car ce dont le monde a besoin, c'est des gens qui se sentent vivants. Voilà, allez, partez en paix. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Je passe mon temps pour des questions. Non, mais arrête, elle est où la souris? C'est compliqué. La technologie. On attend pour des questions ou pas? Dépêchez-vous. Allez, une question. Si vous n'en avez pas, c'est bien. Hein. Rentrez chez vous, posez-vous des questions. Hein. C'est surtout vous qui devez vous en poser. C'est bien, je vous ai bien chargé la mule, du coup. C'était ce que je voulais faire. Parfait, partez.